Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24 au sommaire. Le Cameroun franchit un nouveau cap dans la digitalisation des services publics. Le pays va se doter d'un centre de transformation digitale pour numériser les services consulaires. La première pierre du chantier d'un an a été posée mardi à Yaoundé. La Côte d'Ivoire qui planifie sa transition écologique. Le pays a besoin de 22 milliards de dollars pour financer le passage aux énergies renouvelables à l'horizon 2030. L'ambition est de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre. Et un tournoi de boxe pour célébrer l'héritage de Madiba en Afrique du Sud. La première Coupe d'Afrique de boxe Mandela réunit plusieurs boxeurs de haut niveau à Durban jusqu'au 21 avril prochain. Le Cameroun veut accélérer la numérisation de ses services consulaires en se dotant d'un centre de transformation digitale. Le chantier de construction de cette infrastructure a été lancé à Yaoundé par le ministre des Relations extérieures, le jeune Bela Mbela. Ce centre de transformation digitale permettra de sécuriser et d'informatiser les prestations dans les représentations diplomatiques du Cameroun. Il augure aussi une meilleure qualité de service aux usagers un an après la numérisation des visas d'entrée sur le territoire. Le reportage de Séverin Douke depuis Yaoundé. Engagé depuis plusieurs années dans le processus de modernisation de l'administration publique, le Cameroun multiplie des initiatives pour digitaliser les prestations offertes aux usagers. C'est le cas au ministère des Relations extérieures, où les travaux de construction du centre de transformation digitale du MINREX ont officiellement été lancés le 16 avril 2024 à Yaoundé. L'infrastructure devrait permettre aux services diplomatiques du Cameroun de sécuriser les données issues des différentes prestations consulaires, de moderniser ses activités, d'accélérer le processus de traitement des dossiers afin de garantir un service de qualité aux usagers au Cameroun et dans le reste du monde. La cérémonie à laquelle nous prenons part, je voudrais encore nous relever, témoigne à n'en point douter de la volonté des pouvoirs publics du Cameroun de fixer dans nos marbres cette réforme qui vise pour notre pays à s'arrimer aux normes et standards internationaux en matière de sécurisation des données générées par notre appareil diplomatique et consulaire. La construction du centre de transformation digitale du MINREX va permettre en outre à l'État du Cameroun de renforcer sa souveraineté en matière de conservation des données diplomatiques et consulaires. Ce projet vient à la suite du projet e-Visa, dont le mérite est entre autres de permettre la sécurisation des recettes consulaires en faveur de la trésorerie de l'État, la simplification des procédures et de ce fait l'attractivité de la destination Cameroun. 157 668 visas visiteurs ont été délivrés entre le 30 avril 2023 et le 30 mars 2024. Il permet à notre pays d'exercer sa souveraineté sur ses données consulaires. Le projet e-Visa aura permis d'optimiser et de sauvegarder les recettes consulaires de l'État. Les travaux de construction du centre de transformation digitale du MINREX, qui seront réalisés par l'entreprise Impact Palmarès, devraient durer un an, soit jusqu'à avril 2025. L'immigration et la nationalité sont au cœur des débats au dialogue national en cours au Gabon. Alors que 20% de la population est issue de l'immigration, il est question de renforcer le processus d'acquisition de la nationalité gabonaise. Ce sujet, à lui seul, a suscité plus de 1700 contributions du peuple, preuve de son importance dans l'opinion publique gabonaise. Au rang des propositions étudiées figure la suppression de la double nationalité et la vérification des connaissances sur l'histoire et la culture gabonaise. Reportage de notre envoyé spécial à Libreville, Joseph Moifou. La question de l'immigration et de la nationalité est une véritable préoccupation au sein de l'opinion nationale gabonaise. Ces préoccupations sont au cœur des débats de la commission politique
via la sous-commission Souveraineté nationale qui relève avoir étudié 1703 contributions du peuple sur cette thématique. Au cours des débats, la nécessité de renforcer le processus d'acquisition de la nationalité gabonaise a été mise en avant. Les membres de cette sous-commission ont fait des propositions parmi lesquelles la vérification des connaissances sur l'histoire et la culture gabonaise, la suppression de la double nationalité et la révision des certificats de nationalité. Nous avons 4 thématiques dans la sous-commission souveraineté. Nous avons commencé à débattre sur l'immigration, ensuite la nationalité. Alors, sur celles qu'on a déjà débattues, effectivement, les débats étaient remontés, puisque les commissaires, à partir des contributions des populations, qui sont autour de 1703, ont pu égrener toutes les propositions qui ont été faites. Nous avons travaillé sur l'immigration. L'immigration, c'était vraiment très exaltant. Pourquoi nous l'avons choisi d'abord en premier lieu? Mais parce que c'est le thème qui a suscité beaucoup plus de contributions des Gabonais. D'autres thématiques ont également fait l'objet de discussions au sein de la sous-commission régime et institutions politiques, présentée comme le cœur même du dialogue national inclusif dans la mesure où la transition politique actuellement en cours dans le pays vise la restauration des institutions. Les membres de cette sous-commission ont penché leurs réflexions sur des stratégies capables de rendre plus tangible le changement de paradigme. Ici, nous sommes chargés de définir, premièrement, quel est le régime politique qui sied parmi des milliers et des centaines de régimes politiques qui existent, même si le débat s'articule autour de 2 principalement, à savoir le régime présidentiel et le régime parlementaire. Donc, quel est le régime qui sied au niveau de maturité de notre démocratie et aussi aux aspirations du peuple. Le Gabon jouit d'une situation économique plutôt favorable, avec une croissance économique positive depuis plus de 40 ans. Une situation économique qui a favorisé un afflux de populations d'autres pays d'Afrique. Selon les données officielles, le Gabon accueille plus de 352 600 étrangers, soit 20% de la population résidente. 1,2 milliard de dollars, c'est le montant cumulé des envois de fonds de la diaspora kenyane au premier trimestre 2024, soit 19% de plus qu'à la même période en 2023. Les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui abritent le plus grand nombre d'immigrés kenyans, sont en tête des pays de départ de ces transferts d'argent. La Banque centrale du Kenya explique cette augmentation par la bonne tenue du shilling kenyan ces derniers mois et la maîtrise de l'inflation dans le pays. Mildred Yamo. La diaspora kenyane demeure un acteur clé dans le développement du pays. Au premier trimestre 2024, les envois de fonds des Kenyans vivant à l'étranger ont augmenté de 18,8% par rapport aux envois enregistrés au cours de la même période en 2023. Les données de la Banque centrale du Kenya montrent qu'entre janvier et mars 2024, les envois de fonds de la diaspora kenyane ont totalisé 1,2 milliard de dollars. L'institution bancaire a attribué cette progression à la baisse généralisée des pressions inflationnistes. C'est grâce justement à l'ouverture du pays et puis grâce au nouveau gouvernement, à l'État kenyan, qui stimule justement les Kenyans à investir massivement dans leur pays, en leur ouvrant des portes, en leur donnant des facilités. D'après les chiffres de la Banque centrale du Kenya, les Kenyans de l'étranger ont envoyé 412,4 millions de dollars chez eux en janvier 2024, soit le montant le plus élevé en un mois. Les envois de fonds de la diaspora kenyane se sont établis à 407,8 millions de dollars en mars 2024, contre 385,9 millions de dollars en février. Le montant combiné envoyé par la diaspora kenyane entre janvier et mars 2024 représente une hausse de 190,5 millions de dollars par rapport aux 1,02 milliard de dollars envoyés au cours de la même période en 2023. Selon la Banque centrale du Kenya. La hausse des envois de fonds de la diaspora kenyane s'explique par le fait que des industries de pointe sont créées par justement cette diaspora dynamique un peu partout, aux États-Unis, en Amérique du Nord d'une manière globale, en Europe. Et puis les Kenyans ont contribué justement à l'implosion de certaines technologies, par exemple le fait de payer par les téléphones. Depuis janvier 2024, le shilling a gagné jusqu'à 18,2% de sa valeur, ce qui a inspiré confiance aux investisseurs.
L'augmentation des transferts de devises des Kenyans de l'étranger, en dollars principalement, a contribué en grande partie à atténuer la pression sur la monnaie kenyane. Depuis 2015, les envois de fonds de l'étranger restent la principale source de flux de trésorerie étrangers au Kenya, devant le tourisme, les investissements directs étrangers et l'exportation de produits agricoles. Comment se développer sans détruire l'environnement? La question préoccupe le gouvernement de Côte d'Ivoire qui ambitionne de réduire de 30% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour financer cette transition écologique, le pays se tourne vers le secteur privé en vue d'augmenter les sources d'énergie renouvelable. Les besoins se chiffrent à près de 22 milliards de dollars. Explication avec Samantha Sabiro Sabubanga. Pour financer les mesures d'atténuation et d'adaptation du plan d'action climatique, l'État de Côte d'Ivoire sollicite une aide de 22 milliards de dollars d'ici 2030. C'est ce qu'a déclaré mardi 16 avril 2024 à Abidjan le ministre ivoirien de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique Jacques Assaoré Konan. La croissance et le développement durable passe par l'atténuation des effets du changement climatique et la protection du milieu naturel et de ses ressources. Ces enjeux, qui sont étroitement liés, appellent une plus grande implication du secteur privé dans la mise en œuvre de nos contributions déterminées au niveau national. Le gouvernement ivoirien a affiché et rehaussé ses ambitions climatiques qui visent à réduire de 30,41% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, à augmenter la capacité du pays de séquestration de carbone et à réduire la vulnérabilité et accroître la résilience des populations dans 5 secteurs. Il s'agit des ressources en eau, de l'agriculture, de l'aquaculture et l'élevage, des forêts et l'utilisation des terres, de la santé et des zones côtières. La transition vers le green constitue un vaste chantier dont le succès nécessite l'implication de toutes les parties prenantes, à savoir le secteur privé, le secteur public, les partenaires techniques et financiers, les milieux académiques, scientifiques et technologiques. C'est en cela que Cap Green trouve ici toute sa pertinence. Rassembler tous ces acteurs majeurs autour d'une tribune qui servira à la fois de catalyseur d'échange pour mieux comprendre les défis et mieux agir. Les ressources publiques étant insuffisantes pour une lutte efficace et meilleure transition vers les énergies renouvelables, le gouvernement ivoirien sollicite le secteur privé pour la mobilisation de ce financement. Selon certains experts, les investissements et le financement des entreprises vertes s'inscrivent dans le cadre des ambitions du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. En culture, la Nollywood Week se prépare. La 11e édition de ce festival de cinéma se tiendra du 2 au 5 mai à Paris pour promouvoir les films africains en France et en Europe. L'acteur capverdien Stomy Bugsy est le parrain de l'édition 2024. Il est connu pour ses rôles dans plusieurs films du box-office français comme Les Jolies Choses ou encore Gomez et Tavares. Innovation cette année, au-delà du grand écran, la Nollywood Week se vivra aussi en réalité virtuelle avec des films en provenance des 4 régions du continent. Soulignons que le Nigeria est la 2e plus grande industrie cinématographique au monde après l'Inde et produit près de 2000 films par an. Et en sport, c'est une première en Afrique. La Coupe d'Afrique de boxe Mandela se déroule depuis le 15 avril à Durban, en Afrique du Sud. Le championnat coïncide avec la commémoration des 30 ans de liberté et de démocratie depuis les élections historiques d'avril 1994. Plusieurs boxeurs de renom y participent jusqu'au 21 avril. José Douglas nous en dit plus. Ils sont plusieurs à Durban, en Afrique du Sud, pour la première Coupe d'Afrique de boxe Mandela. Le duo mozambicain, Alcinda dos Santos et Radi Greman, qui font partie
de ceux qui se battent pour la gloire aux côtés de la championne du monde du Maroc, Khadija Mardi, dans la catégorie des 81 kg, et de la championne d'Afrique, Iva Noussa Morera, du Cap-Vert, dans la catégorie des 66 kg. L'Algérie a envoyé une équipe solide, dont Oumessa Boalem, double vainqueur des Jeux africains dans les 50 kg. Ishak Shaib, double champion d'Afrique dans les 63 kg, et Adjila Kelif, championne d'Afrique dans les 60 kg. Parmi les autres boxeurs, il faut citer le vétéran mauricien Luis Richamo Colin à 63 kg 500, Peter Pita de la République démocratique du Congo à 80 kg, Patrick Chinyamba de Zambie à 51 kg et Thiago Moussanga de Mozambique. L'équipe haute d'Afrique du Sud a sélectionné une équipe de 22 boxeurs, demi-finale prévue ce 20 avril, tandis que les finales auront lieu le 21, le lendemain. Pour Nelson Mandela, la boxe n'était pas seulement un sport, mais aussi un moyen de traverser ses années les plus difficiles. Une science pleine de leçons de vie inestimables et un chemin vers l'égalité. Prenons le dévouement de Mandela à la boxe comme une forte source d'inspiration pour les jeunes générations et glorifions son nom à travers la Coupe Mandela pour en faire une tradition pour les années à venir. La première Coupe d'Afrique de boxe Mandela coïncide avec la commémoration par l'Afrique du Sud des 30 ans de liberté et de démocratie depuis les élections historiques du 27 avril 1994, et Nelson Mandela qui disait « Mon plus grand regret dans la vie est de ne jamais être devenu le champion du monde de boxe poids lourd. » Aujourd'hui, l'IBA donne l'occasion d'honorer sa mémoire et de célébrer les champions de la Coupe d'Afrique du nom de Nelson Mandela, le peuple sud-africain qui célèbre les gains et le jalon de 30 ans de régime démocratique et de vie. La communauté nationale de la boxe souhaite mettre en valeur ses propres acquis et réalisations dans la mesure où ce sport est développé dans le pays depuis 1994. C'était le non-stop info sur Africa 24. L'information se poursuit sur nos antennes.